Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Alpes. Nous sommes à Bonneval-sur-Arc en Savoie, dernière étape de la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. La course de chien traîneau la plus belle et la plus difficile d'Europe. Pendant une heure, nous allons vivre ensemble l'arrivée des meucheurs, les pilotes de ces attelages. Nous traverserons les plus beaux paysages alpins de Savoie et de Haute-Savoie. Et ce n'est pas un hasard si la course s'achève traditionnellement en Haute-Maurienne vanoise dans un décor de Grand Nord canadien. Parmi nos invités, les acteurs locaux. Nous parlerons de la richesse de leur territoire, le diable de Bessan, le charme de Bonneval, le ski alpin, le ski nordique, les belles balades. Et puis nous accueillerons les meucheurs, mais aussi les nouveaux meucheurs, les jeunes meucheurs, car nouveauté cette année, la grande odyssée s'ouvre aux mid-distance, c'est-à-dire des courses plus courtes. Des meucheurs, des meucheuses, mais aussi des chiens. Vous en verrez beaucoup dans cette émission, des Alaskan, des Sibérianes, des Huskies. Ils sont nombreux à parcourir la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. La ligne d'arrivée, la voici derrière nous à quelques mètres. C'est sous cette arche que vont passer les premiers meucheurs d'ici quelques minutes. Allez, on va se faire un point pour savoir où en sont les attelages, leur positionnement à ce moment même avec Patrick Baladier, le directeur des opérations. Bonjour Patrick, alors c'est quoi le duo de tête? Alors le duo de tête actuellement c'est Rémi Coste qui a 2 minutes d'avance sur Jiri Vondrak. Donc au classement général, il y a 11 minutes d'écart entre les deux en faveur de Jiri Vondrak. Donc ça va être difficile pour Rémi Coste, mais sur une course de mushing, tout peut arriver sur les derniers kilomètres. Et après, il y a une grosse lutte pour la troisième place du podium, entre Daniel Juhaguet et Benoît Vérin. Daniel Juhaguet a 1 minute 30 d'avance. Là, il est quelques centaines de mètres devant Benoît Vérin. Donc là également, ça va être extrêmement tendu pour cette troisième place. Il y a du suspense et pour bien finir cette grande odyssée. C'est ça qui est bien. Comment vous savez où sont positionnés exactement les attelages? C'est quoi votre système? En fait, chaque musher dans son traîneau est équipé d'un tracker GPS. Dans un premier temps, c'est pour la sécurité, comme ça nous pouvons suivre chaque attelage, mais également ça nous permet d'avoir un suivi live de la course pour nous, pour les spectateurs, pour les internautes, et donc ça donne encore plus de piment et ça nous permet de bien suivre l'ensemble de la course. Le premier arrivé de la dernière étape, c'est pas forcément le grand vainqueur de la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il faut faire aussi des calculs du chrono. C'est quoi votre pronostic? Mon pronostic, là, je pense que Rémi Coste va passer la ligne en premier. En plus, aujourd'hui, c'était une mass start, donc ils sont tous partis en même temps. Donc Rémi Coste a toutes les chances de passer la ligne en tête. Et après, ce sera le décompte qui verra qui sera le vainqueur de cette édition 2017. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure et on en saura un petit peu plus sur le positionnement. Allez, cette dernière étape, celle de Bonneval-sur-Arc, elle est partie tout à l'heure à 11h30 de Bessan avant de faire un passage par Bonneval, puis par le Villaron et de refaire une boucle. Retour sur cette dernière ligne droite, on retrouve Jean-Christophe Solari sur place. Bonjour Céline, bonjour à tous. Des conditions idéales aujourd'hui pour la dernière étape de la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Avec ce départ en mass start depuis Bessan, vous le savez, c'est toujours un moment de tension pour les meucheurs et leurs attelages. Les chiens savent bien qu'ils partent ensemble dans un même mouvement comme un peloton et que ce sera bien le premier devant qui l'emportera. Alors parmi ces meucheurs, il y a une belle bataille entre Rémi Coste, le meucheur des saisies, et puis le Tchèque Jiri Vondrak. Ils se disputent la première place. Rémi Coste qui est dès le départ parti à toute allure avec ses chiens.
Et puis il y en a un pour qui cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est déjà une victoire en soi. C'est le jeune Cédric Lemoine de Combloux. C'est la deuxième course de sa vie, sa première participation à la grande Odyssée. Et il est finisher, il compte parmi les 7 mushers qui n'ont pas abandonné, qui sont toujours dans la course. Pour moi c'est gagné, on s'est inscrit sur la grande Odyssée, on voulait être dans les 7 premiers. On est 7e, on va essayer de grappiller les 7 minutes qui nous manquent sur le précédent attelage devant nous pour être dans les 6 premiers. Quand on voit qu'il y a eu 12 participants sur le départ et qu'il ne reste plus que 7 premiers, c'est que la grande Odyssée est dure et c'est que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir la finir. Et donc nous on est finisher pour notre deuxième course. Moi ça fait 3 ans que je fais du chien. Donc ouais, pour nous c'est gagné. Une dernière étape près de 50 km entre Bessan, Bonneval, en passant par le hameau de l'Écho, des paysages toujours superbes. Les mushers sont au diapason, les chiens ont toujours envie. Quoi qu'il en soit, cette édition 2017 aura été superbe ici en Haute-Maurienne-Vanoise. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Bonneval-sur-Arc, c'est la ville d'arrivée de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Cette année, ce village-station est considéré comme l'un des plus beaux de France, vous le voyez. Autour de nous, c'est un village qui a conservé son charme d'antan, les belles maisons en pierre et les toits en lauze. Pour en parler, Henri Cam, le créateur et aussi Bonjour. le directeur de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. À vos côtés, Gabriel Blanc, le maire de Bonneval. Merci de nous accueillir, Monsieur Blanc. Alors Henri, avant de parler de Bonneval-sur-Arc, je voudrais votre sentiment, votre retour sur cette dernière étape qui n'est pas tout à fait finie. Alors d'abord, c'est une des plus belles étapes parce que voilà, il suffit de regarder autour de nous, Bonneval-sur-Arc, Bessan, c'est tout de la magie de la Haute-Maurienne-Vanoise. Et puis c'est également une étape sportive où tout va se décider. 30 minutes d'écart avant-hier entre Rémi Coste et Jerry Von Drack. 15 minutes hier au départ, à l'arrivée, pardon. Et donc tout est en train de se jouer sur la course. Donc une étape extraordinaire sur le plan sportif, dans un cadre magnifique. Dame Nature nous a réservé de la neige, du froid, du soleil. On est des organisateurs heureux. Que demandent nos élus? Chaque année, c'est la tradition. La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'achève dans cette région. Et chaque année, la course passe par Bonneval-sur-Arc. Pourquoi ce choix? Eh bien, d'abord, Bonneval-sur-Arc, c'est le bout de la vallée de la Haute-Maurienne-Vanoise et on tient absolument à garder ces étapes de longue distance à la fin de cette grande compétition parce que ainsi les chiens peuvent vraiment dérouler des kilomètres. Et Bonneval, voilà, c'est un des plus beaux villages de France. La traversée de Bonneval est mythique et tous les spectateurs et tous les gens qui sont ici en vacances viennent aussi pour faire la photo de l'attelage qui surgit devant l'église de Bonneval. Donc voilà, c'est vraiment dans la tradition et ça le restera très longtemps. Monsieur Blanc, est-ce que du coup il y a un lien très étroit entre Bonneval-sur-Arc et la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Est-ce que les gens ici, ils attendent ce moment avec impatience? Alors, c'est vrai que c'est très important que la grande Odyssée passe dans le coin. On est vraiment satisfait de l'accueillir. Et on a toujours de la neige tant que possible, ce qui nous permet quand même de l'accueillir dans de bonnes conditions. Parlez-nous un peu de ce village qui est pas très loin de Val d'Isère, du col de l'Iseran, aux portes de l'Italie. Alors, c'est vrai que le village est en fond de vallée, c'est le dernier village qui est au bout de la Maurienne. Et on pourra passer sur la Tarentaise par le col de l'Iseran, en espérant qu'un jour on puisse passer en ski. D'accord. Ici, il y a une ambiance très spéciale, on le voit bien, comme un voyage dans le temps. C'est un village dans son jus, comme on dit. Comment vous avez réussi à conserver cette authenticité? Alors, la population et les divers conseils municipaux ont toujours préservé le village. On va continuer à le faire. On a eu un petit souci dans les années 60 où c'était l'exode, les jeunes partaient. Et pour pouvoir fixer la population, on a créé une station de sport d'hiver, de ski alpin qui nous permet de monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Alors du coup, de par sa beauté, c'est un village qui attire beaucoup les caméras et je pense aussi au cinéma, à Belle et Sébastien, le nouveau Belle et Sébastien, le 1 et le 2 ont été tournés ici, racontez-nous. Comme la nature a été préservée, la station s'est développée sans défigurer le paysage. C'est vrai qu'on Belle et Sébastien sont venus faire 2 tournages déjà, il y a un 3e qui est prévu pour l'hiver prochain. Et également sur le hameau de l'Écho, on a vu ça. Également sur le hameau de l'Écho qui est à 4 km au-delà du village de Bonneval. Et pourquoi est-il si particulier ce hameau? Le hameau est mis sur un petit bloc rocheux et qui a gardé vraiment l'authenticité aussi. Donc peut-être préserver un tout petit peu plus que Bonneval encore. D'accord. Henri, il n'y a pas que Bonneval, il y a bien sûr la Haute-Maurienne-Vanoise. Depuis sa création, la Grande Odyssée termine en beauté, j'allais dire, dans cette région. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose ici que vous ne trouvez pas ailleurs? Alors d'une part, il faut remonter un petit peu à l'origine de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Au début, je voulais faire une partie haut-savoyarde
franco-suisse et une partie savoyarde franco-italienne. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Haute-Maurienne vanoise, car l'Italie est juste derrière nous. En fait, je suis tombé amoureux de ce territoire par l'immensité de ses vallées, par ce côté extrêmement sauvage et ces vallées très ouvertes. Beaucoup Mais de on n'a neige. jamais été en Italie avec la Grande-Duchesse Savoie-Mont-Blanc. Donc voilà, le pari a été à moitié rempli. Mais bien évidemment, on est très heureux de terminer là parce que d'une part, il y a une assurance d'avoir un enneigement de qualité. Oui. Il y a des pistes qui sont vraiment appropriées à la pratique du mushing et du chien de traîneau. Et puis, il y a une population d'habitués. Ce matin, il y a peut-être 10 000 personnes au Master de Bessan. Les gens viennent et on fait ainsi partie un peu de la tradition. La Haute-Maurienne vanoise, c'est un petit peu le pays de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Justement, parmi ces étapes en Maurienne, les passages au col du Mont-Cenis sont sans doute les plus sauvages, comme une traversée du Grand Nord canadien à 2000 mètres d'altitude. C'est aussi un paradis blanc pour les Huskies et les Alaskan sous un vent glacial. Regardez, c'est un reportage de Jean-Christophe Solari, Florine Heba et Sylvain Dumel. C'est l'étape qu'ils attendaient, celle du Mont-Cenis, celle qui fait toute la beauté de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Un site grandiose à 2000 mètres d'altitude autour du lac du Mont-Cenis, à la frontière italienne. Au lendemain du bivouac dans lequel les mushers et leurs chiens ont déjà laissé une bonne part d'énergie, c'est l'étape longue distance, 70 km de piste à avaler, seul, dans le paysage vierge de toute présence humaine, sans assistance possible. Le lac fume sous l'effet de la Lombarde, le vent local qui accentue le froid. Il fait entre moins 15 et moins 20 degrés. Et pourtant, les spectateurs restent là, nombreux, comme hypnotisés par ces petits points blancs qui défilent au loin sur ce plateau d'altitude, aux portes du monde sauvage. Ah ben oui, ça fait rêver. Hein. C'est joli, on a un joli paysage, c'est merveilleux. Vous aimeriez être là-bas de l'autre côté ? Oh non, parce que j'aurais trop froid. J'aurais trop froid, alors non. Ce n'est pas le froid qui préoccupe les mushers, mais bien la conduite de leur attelage. Les chiens ont une puissance de traction énorme, mais ici pas de direction assistée. Tout se fait à la voix, à l'intonation, avec des trajectoires coulées. Et dans le relief des Alpes où les bosses succèdent aux descentes, il faut faire preuve d'une concentration intense pour ne pas aller à la faute. Une exigence que certains découvrent le temps d'un trophée, une course réduite à 3 jours, pour prendre un maximum de plaisir, sans redouter de grosses fatigues. Les chiens sont fatigués, le musher aussi, mais c'était vraiment génial, quoi. Tout le monde est content. Et le paysage ? C'est génial, c'est une splendeur. Tout le tour, c'est calme, c'est vraiment très 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 joli. Le soleil, c'était merveilleux, c'était vraiment joli, quoi. Mais bientôt, le soleil passe derrière les arêtes et le froid s'accentue. Les premiers concurrents de l'épreuve reine arrivent, les chiens sont hébétés de fatigue, les mushers à bout de souffle. Vite une caresse, un regard, il faut prendre soin de l'attelage avant de redescendre dans la vallée. Aujourd'hui, on va dire, c'était quand même un exercice d'endurance, enchaîné et puis de récupération. Parce que depuis le début, on n'a fait que des étapes courtes avec beaucoup de récupération. Du coup, là, ça a été un peu poussé. C'est vrai que ça fait des cassures, quoi. Dans l'entraînement, on arrive à le faire, ça, mais comme dans la compétition, il y a trop de différences, c'est pas évident. Mais bon, après, il récupère vite, quand même. Une attention mutuelle, une écoute permanente, c'est ce qui fait la grande force de cette aventure et permet à des hommes et à des femmes, au-delà de la compétition, d'accéder à un univers que peu de gens connaissent. Retour sur la ligne d'arrivée où les mushers vont bientôt arriver. J'ai à mes côtés la voix, le speaker, le maître d'orchestre, on va dire, de la Grande Odyssée, Daniel, un peu le monsieur loyal. Alors Daniel, expliquez-nous, ces lignes d'arrivée, elles sont un peu particulières, les lignes de départ aussi. Il y a beaucoup d'émotions, il y a la sono à fond, c'est incroyable. Ben oui, une ligne d'arrivée, c'est important parce que c'est surtout celle-ci, c'est le finish aujourd'hui, c'est le final. C'est-à-dire que, et en plus, on a aujourd'hui un suspense sportif qui est quand même important puisque les podiums peuvent se modifier sur certaines places. Ça se joue à quelques minutes. Donc on va y mettre toute cette ambiance d'arrivée, tout ce suspense, il faut le faire ressentir. Donc le public, il faut aller le cueillir. Et puis c'est une façon aussi de dire aux mushers et de faire comprendre aux chiens, merci. Merci pour le spectacle que vous nous avez donné. Merci pour ces émotions que vous nous avez faites partager. Et ça, c'est important de le faire ressentir. Donc on va utiliser toute la chimie sans des fois avant savoir ce qu'on va faire exactement. Ça, c'est la magie aussi de l'animation.
C'est de l'improvisation totale. Mais alors vous connaissez par cœur les mushers. Vous pouvez nous dire, faire un petit topo sur le musher qui va arriver, par exemple? Alors, le musher qui va arriver, on a sur le plan sportif un beau challenge. Je pense que c'est inédit dans la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, à savoir que sur la longue distance, ça va se jouer entre Rémi Coste et Thierry Vondrac. Les deux ont déjà gagné une fois la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un ou l'autre sera le second double vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Les deux étaient hier avant la 9e étape à 22 minutes. Ils étaient après la 9e étape à 12 minutes, sachant que donc Rémi Coste a remis 10 minutes dans le nez à Vondrac. Et pourquoi ne pas remettre 10 minutes aujourd'hui? Donc suspense total. C'est des maths en fait. Ah, c'est des maths, mais bon, le public aime. Oui, c'est vrai que j'ai jamais été bon en maths, mais je suis peut-être meilleur en mushy. Vous nous faites une petite démonstration, allez. Comme s'ils Allez-y, non. Ou alors faites un petit brief sur Rémi Coste. Qu'est-ce que vous diriez? Allez. On y va, on fait, voilà, en direct pour France 3 Alpes. C'est parti. À l'instant où nous vous causons, nous sommes à quelques secondes de l'arrivée imminente de celui qui ce soir sera peut-être sur la première marche de ce podium final. Rémi Coste ou Thierry Vondrac. Je vous rappelle qu'hier, alors que nous étions à la 9e étape, on arrête. On arrête parce que sinon on va croire qu'ils vont vraiment arriver. Merci Daniel. Allez, on s'approche du public parce qu'il y a quand même pas mal de public qui est sur cette ligne d'arrivée aussi. Le public, il est hyper important pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Je m'approche d'une famille. Allez, bonjour monsieur. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour voir la course de traîneau. Donc pour nous c'est notre première de voir ça. Donc on a toujours vu à la télé. Donc comme nous sommes normands, du coup on vient voir. En tout cas, votre fille elle est ravie, hein? Comment? Votre fille est ravie. Oui, elle est contente de voir. En plus c'est sa première. Voilà, vraiment la première fois, sa première course, donc elle est contente de voir un petit peu comment ça se passe. C'est les chiens surtout, non? Oui, ça lui plaît beaucoup, oui, surtout les chiens, oui, elle adore. On vous souhaite un très bon spectacle. À tout à l'heure, merci beaucoup. La Grande Odyssée, c'est 11 jours de compétition au total, avec quelquefois des courses difficiles, des conditions météo très rudes. Parmi ces moments intenses, il y en a un qui généralement inquiète beaucoup les mushers, ça les marque en tout cas, c'est le grand bivouac sur le col du Mont-Cenis à 2083 mètres d'altitude. C'est le moment où tous les attelages se retrouvent à la base polaire du Mont-Cenis pour dormir sous la tente, voire dehors, avec les chiens. Vous allez le voir, un reportage réalisé avec Maxime Kemener. Bien jusqu'à l'escargot, puis ils se sont alliés contre moi les chiens, donc ils ont rien tranquille, ils ont pris leur petit train, puis voilà. Puis ils sont montés au train. Voilà, autrement le reste, la piste, d'autre côté quand elle est sur Bessan, tout ça, super, on s'est bien éclaté. Voilà, il n'y a que l'escargot là malheureusement, ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas envie. L'escargot, c'est le nom de la piste que doivent parcourir les attelages pour rallier le col du Mont-Cenis. Une arrivée dans la nuit noire, les chiens haletants, les mushers pressés de se poser. Car il faut encore garer les traîneaux en face des tentes et préparer les paillasses, les couches de fortune sur lesquelles les Huskies et les Alaskan vont passer la nuit. Si, c'est sympa, faut le faire. Ce sera tous les jours, non, je ne dis pas que je le ferai tous les jours, ça c'est clair. Puis pour les chiens, sûrement pas, parce que je trouve ça difficile pour eux quand même. Nous, encore même sous la toile de tente, eux, ils vont être dehors. C'est le principe du grand bivouac. Tous les attelages dorment à la base polaire de Val-Cenis, à 2083 mètres d'altitude. Pour cette étape, les mushers sont seuls avec les chiens, pas de handler pour les seconder et les aider à soigner leurs bêtes. Pour beaucoup, cette épreuve est rude, peut-être même la plus redoutée. J'ai 4 jeunes chiens, dont lui, qui ont 20 mois, qui n'ont jamais connu ça, donc on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, et puis voilà quoi. Depuis 2 ans, les mushers ont le droit d'amener une tente supplémentaire pour leurs bêtes, mais très peu font ce choix, car ce surplus de matériel peut ralentir leur course. Donc voilà, là il y a la tente, il y a un câble qui est au milieu, parce que dans le règlement c'est obligatoire d'attacher les chiens dedans. Donc du coup ils vont être attachés 2 par 2 en diagonale dans la tente. Les températures tombent très vite, jusqu'à moins 22 degrés. Mais cette année, le vent est faible. Rien à voir avec l'édition précédente. Un souvenir terrible pour les mushers et les chiens. L'année dernière, quand on est venu au bivouac, il y avait une très grosse tempête de vent, il faisait ressenti moins 25, les chiens ont très mal dormi. Et cette année, quand ils ont vu qu'on reprenait le même chemin pour monter, j'avais 5 chiens sur 8 de mon attelage qui étaient déjà venus l'année dernière et qui se retournaient tous les uns après les autres en me disant « tu nous fais pas ça, tu nous fais pas ça ». Et ils sont montés un peu à reculons et là, ils me font la tête d'être là. Ouais. Parce qu'ils préféraient être tranquilles, soit à la maison, soit dans la voiture, mais pas ici. Après un repas rapide au refuge du col, les mushers se préparent pour une nuit qui s'annonce froide et tourmentée. Bonne nuit!
7 heures, le soleil se lève sur le mont Cenis. La base polaire se réveille. Rares sont les mûcheurs qui ont fermé l'œil. Certains ont même dormi sur les paillasses, à même la neige. Je dors à côté des chiens, je m'allonge à côté d'eux, j'ai un banc de duvet et puis voilà, je prends une grosse combinaison, je me mets dans le duvet et puis en fait dans les tentes il y a une condensation qui est assez importante donc on ne gagne pas grand chose à se mettre dans la tente, je préfère être dehors avec eux comme ça s'il y a quelque chose, je n'ai pas besoin de sortir, de me réveiller, c'est direct. Ils n'ont que très peu de temps pour se préparer et repartir. 80 km de pistes les attendent pour la suite de l'étape. Une traversée de paysages sauvages sous un soleil ardent. 11 jours, 10 jours de compétition, 10 étapes en Savoie et Haute-Savoie, 1000 km de piste. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est la traversée de plusieurs stations de ski. Une course de chiens de traîneau en montagne, c'est très rare et très contraignant. Pour évoquer cette organisation dantesque, Patrick Baladier, le directeur des opérations qu'on a vu tout à l'heure, Yves Dimier, le directeur du domaine skiable de Val-Cenis, bonjour. Et puis Jérémy Eke. Jérémy, vous êtes bénévole, notamment sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors d'abord, Patrick, je commence avec vous. Votre réaction, puisqu'on a vu un reportage sur le Grand Bivouac, on l'a vu, hein, c'est pas forcément une partie de plaisir pour les mûcheurs et même pour les chiens. Mais c'est très important quand même. On va dire que c'est l'esprit de la Grande Odyssée. L'étape du bivouac, c'est l'étape où le classement général peut se jouer parce qu'il faut de la rusticité, c'est des étapes qui sont longues, donc de l'endurance. Et il y a une gestion véritablement de l'attelage pour le mûcheur. Et on a vu cette année, le classement général a été complètement modifié lors de cette étape. Et donc c'est l'esprit de la Grande Odyssée, c'est l'étape mythique au col du Mont-Cenis, au-dessus de la station de Val-Cenis. C'est toujours un peu vanté, donc superbe conditions et super paysage. Vous avez aussi une histoire avec le Grand Bivouac, parce que c'est là que vous avez fait vos premières armes avec la course. Vous étiez chasseur alpin et c'est vous qui avez créé la base polaire. Effectivement, à l'époque, j'appartenais au bureau montagne du 13e bataillon de chasseurs alpins et j'avais construit la première base polaire de la première Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc, sur le col du Mont-Cenis. Lorsque vous voyez que Daniel Juyaguet, l'un des mûcheurs, dort carrément sur la paillasse avec ses chiens, ça vous évoque quoi ? La rusticité, du respect et également de la rusticité. Et je crois que voilà, c'est rare. Ouais, c'est assez rare, mais bon, il a un bon équipement. On en a parlé tous les deux. Il est dans la paille et il est là où il est le mieux, je crois, c'est avec ses chiens. Allez, avant de parler avec vous de l'organisation de cette course que vous pilotez en grande partie, je vous propose de regarder un reportage réalisé en coulisses, justement. Vous allez voir qu'il faut avoir les nerfs solides pour s'adapter à tous les scénarios et à toutes les galères. Maxime Kemener, Maxence Regnault et Philippe Muet. 22h30, quelques minutes après l'arrivée de l'étape du jour. Le début du reste de la nuit pour les équipes de la Grande Odyssée. S'il est tombé les 40 cm de neige, ça pourrait faire. S'il est tombé moins, on prendra une décision. Et à 11h, c'est le moment limite pour réarticuler. Et au cas où, faire uniquement sur le secteur de Montalbert, essayer de sortir une boucle entre 5 et 8 km. Car les conditions météo de ce mois de janvier font de chaque étape de la Grande Odyssée un petit miracle. On est à H moins 16 heures. On a un manque de neige certain. On arrive à le gérer depuis le début de la Grande Odyssée. Voilà, sur la Plagne, on a des conditions assez difficiles dans le secteur où on doit évoluer. La station, actuellement, ils travaillent toute la nuit sur le damage. On est en contact téléphonique 5-6 fois par jour. Eux, ils sont sur le terrain depuis 10 jours. Et c'est une chaîne de compétences entre l'ensemble des domaines skiables et ce que nous, on apporte en expérience par rapport à ce qu'on peut faire dans le mushing. Nous retrouvons Patrick Baladier le lendemain matin à la Plagne. Donc on va juste neutraliser le chronométrage sur les 2 virages avant le pont de l'Arc, parce que tout le reste c'est excellent. La neige a recouvert miraculeusement la station savoyarde. Du travail pour les équipes, mais l'assurance de voir partir l'étape du jour. On avait fait un plan A, après on est passé sur un plan B sur la plaine centre. Comme c'est tempétueux, il n'était pas possible, on est revenu sur le plan A et on a tout misé sur cette chute de neige. Et à la Plagne, ils ont de la chance, la neige elle est tombée, ils nous l'ont dit et voilà. Mais bon, à H-24, c'était quand même relativement tendu. Tendu, mais pas insurmontable. Une fois de plus, Patrick Baladier et toute l'organisation de la Grande Odyssée ont réussi un véritable exploit. Oui, c'est une sacrée organisation. Patrick Baladier, c'était quoi le plus dur cette année finalement? Le manque de neige? Oui, effectivement, ça c'est un fait, il y avait un manque de neige. Après,
pour organiser toutes les étapes. Il faut juste se laisser guider. Et là, on est parfaitement conseillé par l'ensemble des domaines skiables avec qui on a travaillé. Franchement, ils ont travaillé jour et nuit. À chaque fois, c'est une chaîne de compétences qui se met en place. Il y a l'organisation de la Grande Odyssée, il y a les domaines skiables, les dameurs, les pisteurs. Et ensemble, on trouve des solutions et on se laisse guider par la neige. Et on arrive à sortir de belles étapes. Alors justement, on va parler avec vous, Yves Dimier. Il y a une étroite collaboration entre vous, même des mois auparavant, parce qu'il y a le plan A, le plan B, le plan C, et c'est un travail de longue haleine. Oui, bien entendu, il y a de nombreuses réunions qui nous permettent d'arriver à ce succès qu'on connaît, avec des réunions lors de l'été, des reconnaissances que Patrick et ses équipes peuvent faire, des échanges avec eux qui nous permettent d'établir le meilleur scénario. Et puis, comme toujours, en montagne, des scénarios B, des scénarios C qui sont appliqués ou pas à la fin. Il y a aussi un travail sur les avalanches, j'imagine, un travail au quotidien sur la préparation des pistes en parallèle avec ce que vous faites pour vos propres stations. Oui, je vais prendre pour exemple l'étape mythique à Valseny, l'étape du Mont-Cenis avec le bivouac. C'est toujours un grand plaisir que d'y aller, mais beaucoup de travail avant de préparation pour bien entendu tracer les itinéraires, s'assurer qu'il n'y ait pas de danger d'avalanche. Je précise qu'on a un hélicoptère qui passe au-dessus de nous, ce qui explique le bruit. Il faut que je répète, je pense que vous m'avez entendu, donc je dirais que c'est un grand travail au dernier moment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger d'avalanche, pour ouvrir les itinéraires et faire en sorte que tout le monde puisse parcourir cet itinéraire sans danger. Alors on a parlé du manque de neige, mais alors du coup en Haute-Maurienne vanoise c'est tout l'inverse, il y a tout le temps de la neige, grâce on va dire à un phénomène météo qui s'appelle le retour d'Est. Vous riez parce qu'on vous pose tout le temps cette question, mais c'est quoi ce retour d'Est? Non, mais je souris, mais je souris parce qu'effectivement c'est une chance qu'on a ici en Haute-Maurienne, c'est d'avoir ce fameux phénomène météo qu'on appelle retour d'Est et qui nous a permis cette année, mais comme les deux hivers précédents qui étaient un petit peu difficiles pour tout le monde dans le monde de la montagne française, d'avoir beaucoup de neige. Cette année, par exemple, on a eu une chute de 3 mètres de neige fin novembre qui nous a permis d'avoir des conditions exceptionnelles dès début décembre. Alors, en quelques mots, c'est les 3 stations de Valseny, c'est quoi? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on explique un petit peu comment se compose le domaine de Valseny. Alors le domaine de Valseny, qui est maintenant composé d'une commune qui est une commune nouvelle, c'est 5 petits villages, Bramant, Solières, Sardières, Termignon, Lens-le-Bourg et Lens-le-Villard. Et cette station de Valseny fait partie de ce territoire de Haute-Maurienne vanoise avec 2 autres stations, Bonneval-sur-Arc où nous sommes aujourd'hui et Bessan. Alors on va parler avec Jérémy qui attend. Jérémy, vous êtes bénévole sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et pas que d'ailleurs sur la Grande Odyssée, surtout vous êtes une personne du coin, du cru quoi. Exactement, voilà, moi je me déplace de Modane, spécialement pour la Grande Odyssée et tous les événements qui se déroulent en Haute-Maurienne vanoise. Voilà, j'ai à cœur de mettre en avant cette superbe vallée qu'on a autour de nous, lors de la Grande Odyssée notamment, la Transmaurienne également et plein d'autres événements tout au long de l'année. Voilà, on a la chance d'avoir une vallée préservée, une vallée protégée qui est vraiment magnifique et voilà, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds aux appels à bénévoles. Alors vous faites quoi pour la Grande Odyssée? Alors j'étais signaleur lors des soirées de samedi et de dimanche. Donc le rôle de signaleur, ça consiste à guider les mushers notamment dans l'obscurité parce qu'on a eu une arrivée donc, en nocturne donc à la base polaire. Le rôle du signaleur dès l'instant où l'obscurité arrive, c'est de repérer les mushers au loin, leur conseiller le chemin à suivre, leur prodiguer des conseils de sécurité également pour des itinéraires compliqués. On a également un rôle de conseil auprès du public, des informations sur le nom des mushers, la date à laquelle ils arriveront. Et donc voilà, c'est un rôle très intéressant et très polyvalent, on va dire. Est-ce que du coup vous êtes un mordu et vous êtes un fan de mushers et de chiens? Vous aimez les chiens? Exactement, ouais. En fait, je me rendais sur la Grande Odyssée étant petit et en fait, j'ai voulu franchir ce cap de passer de spectateur, on va dire, à acteur et donc à contribuer à la réussite de ce grand et bel événement. Alors on en parle des chiens justement, ce sont les héros de la Grande Odyssée. 300 chiens sont engagés dans la course. Vous pensez bien sûr au magnifique Siberian Husky et à ses yeux verrons. Eh bien vous allez le voir, il n'y a pas que des Nordiques, les chiens de Jack London. Il y a aussi des Alaskan et des Zorohound, tout aussi attachants, vous allez le voir. La Grande Odyssée, c'est avant tout une histoire d'amour entre les hommes et les chiens. Regardez, des images très très belles.
Pour en parler de ces chiens, justement, j'ai à mes côtés Yannick Lin. Il est le responsable vétérinaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Yannick. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des sibérianes, mais il n'y a pas que des sibérianes. Racontez-nous un peu, c'est quoi ces races de chiens? Alors tout à fait, hein. Souvent les gens ont en tête les sibérianes, les chiens, les beaux nounours, hein, avec les beaux yeux bleus qu'on voit tous à la télé. Et en fait, on a d'autres races de chiens. Les mushers utilisent des lévriers, des chiens de chasse pour gagner en fait en endurance ou en vitesse. Et donc ça donne ces chiens qui ont les yeux bleus. On en retrouve un petit peu de ski, mais qui ont aussi un aspect chien de chasse qu'on appelle les Alaskan Husky en fait, et qui sont finalement plus rapides que les sibérianes. Il y a les orondes aussi. Alors les orondes, carrément, on va le voir dans quelques instants avec l'arrivée des premiers mushers. Ce sont généralement les chiens qui gagnent les courses. Ce sont les chiens de Rémi Coste, par exemple. C'est quoi ces chiens? Ces chiens, voilà, c'est des chiens, comme je le disais, qui sont typés avec des chiens de chasse. Et effectivement, c'est les plus rapides. Et c'est les deux attelages, les deux premiers attelages que vous allez voir arriver sont essentiellement des Eurohounds, tout à fait. Donc c'est des chiens au poil ras. Ils sont plus sensibles aussi au froid par rapport à un Siberian Husky. Mais du coup, ils leur mettent des manteaux, des choses comme ça pour essayer de pallier ce problème. On va regarder parce que je crois que vont arriver les premiers mushers. On va vivre cette arrivée en direct ensemble. On va essayer de se rapprocher de Rémi Coste. Je ne sais pas si ça va être très facile. C'est donc Jérémy, vous avez vu, hein, c'est Rémi Coste, le Haut-Savoyard, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera le vainqueur, hein, de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais c'est quand même déjà pas mal. On va s'approcher de lui si vous le voulez bien. On va essayer de le cueillir. Je crois qu'il est quand même très demandé. Allez, venez, on va le faire. C'est direct, hein, on va le faire comme ça. Alors Rémi Coste, il est au Savoyard. Il faut préciser que c'est lui qui a remporté la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc l'année dernière. C'est une famille, c'est un travail en équipe, vous allez voir. Rémi, bonjour, félicitations. Merci. Est-ce que vous êtes content? Parce que là, vous êtes le vainqueur, en tout cas, de la dernière étape. Celui qui est content, c'est Thierry, c'est le vainqueur. Donc félicitations à lui, il a super bien couru. On est content de notre performance, mais en tant que coureur, ce qu'on veut, c'est la première place. Je sais que vous êtes un grand compétiteur, Rémi, mais en tous les cas, vous avez fait une très belle course. Comment elle était cette Grande Odyssée 2017? On est très bien parti, sur des bonnes bases. Les chiens étaient vraiment très en forme. On a juste eu un petit passage à vide pendant 2 jours, là où il ne fallait pas. On a bien réagi hier. J'ai tenté le coup encore aujourd'hui, mais c'est un peu dur aujourd'hui. Si vous le voulez bien, on va se retrouver quand même tout à l'heure avec les premiers Français, parce que c'est quand même super important. Et d'ailleurs, félicitations. Un petit mot, d'ailleurs, j'ai vu que toute votre famille était là, il me semble. Hein, ils sont pas très loin? Oui, il y a ma femme, il y a ma fille, qui fait aussi des courses de chiens de traîneau. Parce qu'on va l'expliquer, c'est quand même un travail en famille. Bravo Rémi, on se retrouve tout à l'heure sur le plateau. Avant d'accueillir les nouveaux mushers, je vous propose de découvrir la famille Château, le jeune fils. Tom, il est musher, il court sur les mi-distances, vous savez, ce sont ses courses plus courtes, hein, c'est la moitié des courses de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est secondé par son père, qui est aussi un musher bien connu de la Grande Odyssée. C'est un reportage réalisé par Maxence Regnault, Maxime Kemener et Philippe Muet. Donc, une fois que vous avez fait les mushers sont à moins d'1 heure d'un grand départ. Tom est l'un d'entre eux, mais comme tous les équipages, il n'est pas seul. Avec lui, ses 2 handlers, Eric le papa et Loïna, la petite amie. Tu redescends, tu remontes. Ouais, je monte en haut. Tu fais ton tour, tu redescends dans la vallée. Tu poses pas de questions. Toujours à fond. Pour Tom, les conseils sont précieux car Eric, son papa, compte 2 Grandes Odyssées à son actif. Il apporte son expérience et se mue en homme de l'ombre avec plaisir. On peut le faire tout seul, mais c'est plus difficile. C'est plus facile, c'est plus, entre guillemets, plus confort avec 2 aides que tout seul. Comme ça, il n'a que lui à penser à son matériel, à lui, et puis nous, on s'occupe de tout le reste. Tu mettras pas ta doudoune ce soir, peut-être, comme il pleut. Tu mettras la Gore-Tex par-dessus. Ben, je mets l'autre, je mets seulement ma rouge, sans le gilet sans manche, puis je mets l'orange par-dessus. La Gore-Tex par-dessus. L'autre handler, c'était Loïna, la petite amie de Tom. Pour elle, c'est une première. Elle apprend à gérer une meute et à seconder un musher en pleine compétition. Quand j'ai pu aller les voir, la meute à Eric, voilà, j'ai craqué et puis depuis, voilà, c'est cool de pouvoir les suivre pendant la Grande Odyssée. Pour Tom, cette première Grande Odyssée, c'est donc une histoire de famille.
J'y serais jamais arrivé sans mon papa, qui était déjà, on va dire, déjà sa passion avant d'être la mienne. Mais oui, sans eux, rien ne serait possible. Alors ça, c'est bien clair que je serais éternellement reconnaissant. Et puis voilà, quoi. C'est aussi pour gérer le stress. C'est plus sympa d'être en famille qu'avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais moins d'affinité, quoi. Pour Tom, Eric et Eloïna, cette première grande odyssée Savoie-Mont-Blanc pourrait bien être le départ d'une aventure de plusieurs années. Alors là, on est dans le direct, donc vous l'avez vu, Rémi Coste et Jerry Vondrak ont franchi la ligne d'arrivée. Mais on va parler aussi des nouveaux mushers parce que c'est la grande nouveauté cette année. La Grande Odyssée inaugure les mi-distances. Du coup, 10 nouveaux mushers et musheuses ont fait leur entrée dans la compétition. Pour en parler, nous accueillons Thibaut Brancard. Thibaut, vous êtes le directeur sportif de la course. Isabelle Travadon, alors j'ai fait un petit lapsus parce que je vais l'expliquer. Isabelle Travadon, vous êtes une musheuse très connue en France et à l'étranger. Vous êtes aussi le handler de votre fille Julie Travadon qui participe à ces mi-distances, d'où mon lapsus. Vous êtes ce qu'on appelle le handler de votre fille. Thibaut, d'abord un mot sur cet aspect très familial. Il y a vraiment une transmission entre beaucoup de mushers et leurs enfants qui deviennent ensuite des mushers et qui participent ensuite à la Grande Odyssée. Oui, parce que le mushing, c'est un mode de vie. Quand vous avez une meute de 20-25 chiens, je pense qu'Isabelle pourra le confirmer, quand vous avez une meute de 20-25 chiens, c'est tous les jours, toute l'année, tout le temps. Donc forcément, quand vous êtes musher, vos enfants le vivent aussi. Et puis c'est aussi un sport qui demande des années avant d'avoir une vraie maîtrise du sport, parce qu'il y a la génétique, il y a la nutrition, il y a l'entraînement. Et donc forcément, ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre et qui permettent à des jeunes musheuses comme Julie d'avancer dans les traces de son illustre maman. On va découvrir d'autres nouveaux mushers parce que c'est pas forcément des gens qui courent sur les mi-distances, c'est aussi des gens qui courent sur les courses parallèles, les trophées, mais qui aussi s'engagent dans la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais version longue. Je vous propose de découvrir ces nouveaux mushers, pas seulement ceux donc de la mi-distance, mais aussi les nouveaux qui se sont engagés dans la course cette année. Reportage Jean-Christophe Solari, Dominique Semet et Gilles Coutable. Jennifer, on a de l'eau encore là ? 2 heures avant le départ, bien hydrater les chiens. Cédric Lemoine connaît la recette de la réussite. Lui, l'ancien cuisinier chez Joël Rebuchon, c'est l'importance de la préparation. Originaire de Combloux, en Haute-Savoie, Cédric a tout plaqué le jour où il a découvert la Grande Odyssée sur YouTube. Le mushing est désormais sa ligne de vie. C'est les chiens qui m'ont tout appris, moi j'ai appris sur le tas, je suis un autodidacte. Voilà, c'était vraiment sur un coup de tête et j'en suis fier parce que voilà, je faisais 77 heures, voire 80 heures par semaine en cuisine, je voyais personne sauf les cuisiniers et ça m'a vraiment ouvert sur la nature, sur beaucoup de choses, le partage, l'effort avec les chiens, ça m'a beaucoup plu. Et mon rêve c'était justement d'avoir des chiens pour faire la Grande Odyssée. L'évasion à travers les forêts de sapins, en totale liberté avec ses chiens, c'est ce qui passionne aussi la jeune Cindy Duport. À 22 ans, elle est engagée sur la course mi-distance, 10 jours d'endurance, mais la moitié du parcours, l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Je me suis lancée, je l'ai pris comme un défi pour se faire plaisir, essayer de finir la course avec les chiens le moins blessés possible. On est là pour s'amuser, on est quand même compétitrice, donc on va quand même aller chercher le plus haut du podium, mais après on verra. Les mushers et leurs chiens qui partent pour une aventure unique au monde, plusieurs centaines de kilomètres à travers les Alpes, et la neige fraîche qui viendra sublimer cette grande course. Donc beaucoup de nouveaux mushers, vous l'avez vu dans ce reportage. Thibaut, pourquoi avoir introduit les mi-distances ? C'est justement pour pouvoir accueillir toute cette nouvelle génération ? Oui, entre autres, ça permet à des mushers qui ont moins de chiens, puisque ça se court avec un minimum de 6, un maximum de 8 chiens. Ça permet donc à des mushers qui ont moins d'expérience aussi, parce que les distances sont un petit peu plus courtes, mais néanmoins de découvrir ce que c'est que de participer à une course sur une durée de 11 jours. C'est pas facile de maintenir les chiens en forme, de maintenir l'envie des chiens pendant 11 jours, et ça leur permet vraiment de découvrir ce que c'est le haut niveau, de se confronter chaque jour avec les meilleurs mushers, comme Isabelle quand elle faisait la Grande Odyssée, c'est Mont-Blanc notamment, et ça permet de progresser, d'apprendre. Et bien sûr, l'objectif de ces gens-là, pour la plupart, c'est d'un jour tenter la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc version longue. Ça renouvelle un petit peu le panel de mushers aussi, puisqu'on l'a vu sur le Grand Bivouac, ils sont très solidaires entre eux. Du coup, il y a un regroupement de ces jeunes mushers, qu'ils soient de la Mid ou de la Grande Odyssée. Ils partagent un peu leurs angoisses, ils partagent un petit peu leurs petites expériences, quoi. En fait, il y a une solidarité, vraiment.
Oui, c'est un sport très particulier, c'est un sport où il y a une vraie passion qui est commune et puis c'est un sport où on apprend à se débrouiller dans la nature, dans des conditions très rudes. Forcément, quand vous êtes au bivouac du Mont-Cenis qui fait -20, que vous allez dormir à côté de vos chiens, etc., ça crée des liens entre les mushers, c'est sûr. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils appréhendaient le plus parce que quand on était les équipes de France 3 Alpes sur le grand bivouac, c'est là où ils ont le plus échangé parce qu'ils avaient très peur de retourner dans les tentes et d'affronter la nuit. C'était terrible. Oui, il y a une intimité puisque après, une fois que la plupart de l'équipe d'organisation est redescendue, que les personnes qui suivent sont redescendues, il reste une petite vingtaine de mushers comme ça. Et donc forcément, oui. Et puis après, il y a ceux qui ont l'expérience, qui sont prêts à ça, puis ceux pour lesquels, notamment les mushers de la mi-distance du trophée, qui ont beaucoup d'appréhension et qui vont pouvoir apprendre, faire des erreurs et progresser. Alors c'est aussi le retour des filles parce que alors, les mushers, les âges c'est un peu divers. C'est entre 22 et 44 ans, mais du coup il y a 4 filles dans ces mi-distance. Est-ce que c'est vraiment le retour des mushers parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur la Grande Odyssée, il y en a peut-être un peu plus avant. Alors, Isabelle va en parler d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes mushers et parmi les meilleurs mushers, il y a beaucoup de femmes. Donc c'est un sport où les hommes et les femmes sont classés dans les mêmes... Il n'y a pas de catégorie femmes et catégorie hommes. Et effectivement, oui, à tous les meilleurs niveaux de différentes compétitions, on retrouve des femmes. Donc c'est pas du tout un sport particulièrement masculin, c'est un sport qui est dur, mais dans lequel les femmes s'en sortent souvent mieux que les hommes. Alors Isabelle, je voudrais un petit mot sur ce qui est en train de se passer sur la raquette d'arrivée, parce que là, on a vu l'arrivée quasiment en même temps de Jiří Vondrák, le Tchèque, et de Rémi Coste, le Haut-Savoyard. Un petit mot sur cette arrivée. On ne parle pas encore de podium. Écoutez, là, on avait 2 attelages très performants qui étaient très serrés. Et c'était très intéressant cette année parce qu'on ne savait pas jusqu'au dernier moment qui allait gagner. Jiří s'est blessé au dos il y a quelques jours, donc on pouvait s'imaginer que là, comme il n'y avait pas trop besoin d'aider les chiens, il pourrait peut-être remonter. Mais les chiens de Rémi ont été les plus rapides et... C'est tout simplement ça. Voilà, je pense que là, Rémi s'était très très bien préparé. C'était vraiment son objectif de course et il est parti en Suède entraîner ses chiens, aller travailler aussi la vitesse. Il a des chiens très rapides et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a été le meilleur. Isabelle, est-ce que vous êtes fière du parcours de votre fils? Alors, tout à l'heure, je disais Julie Travadon, elle court sur les mi-distances, donc elle ne va pas arriver tout de suite, on va la voir peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes fière de son parcours d'abord? C'était sa première Grande Odyssée. Oui, tout à fait, c'est sa première Grande Odyssée, donc sur 12 jours. Elle avait déjà fait 2 trophées. Je suis très contente de ce qu'elle fait d'abord parce qu'elle a un travail très prenant. Elle travaille en ville à Genève. Elle a peu de temps pour s'occuper de ses chiens et d'elle-même et de s'entraîner. Parce qu'il faut savoir qu'une course comme la Grande Odyssée, c'est pas seulement l'entraînement des chiens, mais les mushers doivent être aussi affûtés et entraînés. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs pas mal de mushers se mettent sur la mi-distance aussi avant de s'engager sur la Grande Odyssée totale parce qu'il faut aussi une bonne condition physique. Donc là, je suis assez contente de ce qu'elle fait. Elle s'en sort bien. Elle commence un petit peu à souffrir de partout au bout de 11 jours, mais elle a fait un beau parcours avec un attelage notamment qui est âgé, puisque dans l'attelage, elle a une chienne, elle a plusieurs chiens de plus de 10 ans, notamment une chienne avec laquelle je courais la Grande Odyssée en 2007. Oui. On voit quelques images, vous courez beaucoup à l'étranger, des courses mythiques, l'Iditarod en Alaska, la Laponie, la Finlande, de longue distance, du plat, rien à voir avec la Grande Odyssée. Alors, c'est pas du plat, mais c'est vrai que ce sont des reliefs tout à fait différents. C'est un type de course aussi différent, puisque ce ne sont pas des courses à étapes comme la Grande Odyssée où le chrono s'arrête après chaque étape, chaque jour et reprend. Les courses de longue distance que je fais en Scandinavie ou en Alaska sont des courses où le chronomètre démarre au départ et s'arrête sur la ligne d'arrivée. Donc il y a toute la gestion de la course, dans des arrêts, des repos à gérer. Il n'y a pas ici. C'est pas le même style de course. C'est moins rapide, c'est beaucoup moins alpin, mais c'est plus rude au niveau météo et manque de sommeil, etc. Mais ça n'a pas l'air facile. Cette course, je parle de la Grande Odyssée, vous y participez depuis le tout début. Vous étiez une des premières musheuses. Elle tient quand même une place particulière dans votre cœur. Oui, j'ai une affection particulière pour la Grande Odyssée parce que c'est la seule course sur ce type de relief alpin où effectivement on est une vraie équipe avec les chiens. Les chiens, si vous voulez, sont complètement liés à nous et à notre effort. Moi, très souvent
dans les montées, je voyais mes chiens, si je reprenais un petit peu le souffle et que je poussais, que je courais moins, qu'ils se retournent tous et qu'ils me disent allez, faut y aller. Donc on est vraiment, on est un chien de plus à la limite dans l'équipe, dans la Grande Odyssée. Et puis c'est très technique, donc le musher est très important. On va regarder ensemble puisqu'on est en plein dans le live. On est en train de voir arriver Daniel Juillaguet. Je crois que c'est lui que je reconnais. Il sera donc le troisième en ce qui concerne le classement de la dernière étape. Hein. Regardez. Ça y est, c'est fait pour Daniel. On va le retrouver dans quelques instants. Avant d'accueillir justement les premiers Français sur le podium de la Grande Odyssée, je vous propose de partir pour Bessan. Pas très loin, c'est à quelques kilomètres d'ici, pour se faire un peu peur avec le diable de Bessan, ou plutôt devrais-je dire les diables de Bessan, car vous allez voir qu'il y en a un peu partout dans ce village. Des images de Xavier Rivier. Il y a beaucoup de bruit, hein, donc on va essayer de suivre ça. Il y a un nouveau musher qui est en train d'arriver, c'est Benoît Vérin, si mes yeux ne me trompent pas. Benoît Vérin, Benoît Vérin, c'était sa première Grande Odyssée l'année dernière, donc il faut dire qu'il a beaucoup progressé, puisqu'il est donc à la 4e place de cette étape, qui est donc l'étape de Bonneval. On ira les voir tout à l'heure sur la raquette d'arrivée. C'est un très beau podium, en tout cas peut-être pas le podium final, mais pour le podium de l'étape de Bonneval, c'est vraiment un très joli podium, même si les Français ne sont pas les premiers sur le podium. Je rappelle quand même, le premier c'est le Tchèque Jiří Vondrák, le second c'est Rémi Coste pour l'instant. Ensuite il y a Daniel Juillaguet, c'est le vétéran de la course, et puis Benoît Vérin. Allez, j'accueille Georges Personnaz. Bonjour monsieur, vous êtes sculpteur, vous sculptez notamment le diable de Bessan, et ça depuis très longtemps. Vous avez votre galerie et votre atelier à Bessan, on l'a vu tout à l'heure. Mais en fait, le diable de Bessan, c'est une statue, c'est pas tout d'abord une légende, c'est une farce qu'un sculpteur bessanais a faite au curé de son village. Racontez-nous. Oui, disons que le diable, dans tous les villages où la vie était autrefois très difficile, le diable avait une place relativement importante. On lui attribuait tout ce qui était mauvais, tout ce qui était surnaturel, les avalanches, les crues des torrents, c'était le diable. Et il y a plusieurs siècles en arrière déjà, tout un tas d'histoires, tout un tas de légendes autour de ce personnage ont été créées et sont arrivées jusqu'à nous par tradition orale. Les vieux, le soir, à la veillée, racontaient ces histoires, et les gamins qui, normalement, auraient dû dormir, ils écoutaient, ils enregistraient, et quelques années après, c'était eux qui racontaient ces histoires. Et on arrive ainsi au milieu du 19e siècle, en 1857 exactement, où vivait à Bessan un sculpteur. Alors là, on laisse les histoires, les légendes de côté pour entrer dans un fait réel. Étienne Vincendet, donc le sculpteur qui vivait à Bessan à cette époque, était donc sculpteur sur bois, et il était également le sacristain de la paroisse. Un sacré farceur, je crois. Comment ? Un farceur, hein. C'est un farceur, oui et non. Et donc, la tradition à cette époque voulait que le curé du village offre aux chantres, pour les remercier de chanter toute l'année dans les différents offices religieux, leur offre un repas pour la Sainte Cécile, qui est la patronne des chantres. Manque de chance. Alors juste, je vous coupe, excusez-moi, parce qu'on a très peu de temps. Oui. En fait, on est un peu bousculé parce que c'est vrai, c'est le direct, et du coup, les mushers sont en train d'arriver. Vous m'en voudrez pas, montrez-nous ce diable, tout simplement, voilà. Ce diable à 4 cornes, et puis après on accueille les premiers mushers. Excusez-moi, je suis désolée. Pour se venger du curé qui avait supprimé le repas offert, eh bien, il a sculpté un diable qui emportait un curé sous son bras. Et au petit matin, il est allé porter la statue sur la fenêtre du curé. Celui-ci
a vu le diable, l'a reporté le lendemain sur la fenêtre du sacristain, qui l'a rapporté. Merci et beaucoup. puis le diable est venu comme ça, l'emblème du village de Bessan. D'accord, merci beaucoup monsieur le personnage. Je suis désolée, on accueille les vainqueurs, en tout cas les premiers mushers sur ce podium final de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, donc Rémi Coste et Daniel Juyaguet. On va parler avec vous un petit peu du classement parce que ça, il faut que les gens comprennent un petit peu. On va commencer par vous Rémi, donc vous étiez à peu près, vous étiez le premier sur la ligne d'arrivée de l'étape Bonneval, mais vous serez certainement sur la deuxième marche du podium. Donc vous êtes un peu déçu, on le comprend, vous avez été le vainqueur l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette année pour faire un petit bilan? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez moins fort? On peut le dire. Non, je pense que je suis arrivé avec un attelage plus fort que l'année passée. Ah oui. Sur les premières étapes, on a fait de belles performances. Sauf que comme tout sportif, des fois les chiens, ils ont eu un petit passage à vide. Un petit passage à vide pendant 2 jours qui nous a coûté cher. Même si on finit très très bien la course, ça nous coûte la première place. Mais ils ont bien couru et je suis fier d'eux. Oui, vous avez de chiens magnifiques. Alors, il faut préciser que vous, ce sont des zoohounds. C'est un croisement, en fait, on va dire, entre le sibérian, arrêtez-moi si je me trompe, le lévrier, le braque. C'est des chiens qui sont taillés pour la vitesse, peut-être pas forcément pour le froid. Est-ce que ça a pu les handicaper, tout simplement? Non, pas du tout, parce que je prends beaucoup de précautions par rapport à ça. Ils ont dormi au Mont-Cenis par -20 mètres dans une tente. Avec vous, d'ailleurs? Avec moi, donc il faisait même très très chaud. Oui. Donc ils ont des qualités qui sont autres que les chiens, plus typés nordiques, mais les deux font de belles performances. D'accord. Un mot aussi sur ce que vous allez faire à présent, parce que vous êtes un grand compétiteur. Nul doute que vous allez aller, j'imagine, dans d'autres pays pour courir. Vous allez aller où? Là, on repart en Suède, puisque maintenant la moitié du temps je le passe en Suède, pour attaquer des entraînements un petit peu plus spécifiques, pour faire une course qui aura lieu début mars en Norvège, qui s'appelle la Norway Trail. Allez, on va vous parler maintenant, Daniel Juyaguet. Daniel Juyaguet, vous êtes on va dire, je sais que c'est pas exactement le terme, c'est le vétéran. Le terme, ça ne veut pas dire tout à fait ça pour la Grande Odyssée, mais en tout cas pour moi vétéran, parce que vous êtes là depuis le tout début de la compétition. Vous avez couru les premières Grandes Odyssées Savoie-Mont-Blanc. Là, vous êtes quoi, 3e, je crois? Oui, je termine 3e au général, 3e de l'étape. Est-ce que c'est votre meilleur classement depuis le début? Oui, c'est mon meilleur classement, absolument. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes certainement, je pense, l'un des mushers les plus physiques. Bon, ce sont tous de grands sportifs, mais vous avez une particularité, c'est que vous faites du trail, vous êtes extrêmement physique, vous courez même à côté de votre traîneau, ce qui est fou quand même sur des grandes montées. Et pourtant, alors, vous n'êtes jamais super bien classé d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Il y a une différence de potentiel de chien, d'abord, et puis après, il y a peut-être une différence d'entraînement. Je manque de kilomètres chaque fois que j'arrive sur cette course. Là, j'arrive, j'ai moins de 2000 km. Je sais pas, on peut demander à Rémi combien il a de kilomètres. Bon, moi c'est vrai que c'est un facteur limitant. On n'a pas beaucoup de possibilités d'entraînement. En plus, je travaille aussi, donc ça limite aussi le temps d'entraînement. D'accord. C'est quoi votre but à présent? C'est de gagner l'année prochaine? Mon but, c'est d'amener des chiens en bonne forme à l'arrivée, d'être sur le podium, bien sûr, oui. D'accord. J'ai pas tout entendu parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Vous avez dit, vous partiez dans quel pays? Après, je vais repartir en Suède et Norvège. Donc, je vais faire 2 courses de longue distance. C'est un autre format, c'est des courses au long cours, on va dire. Les chiens restent dehors pendant tout le temps de la course. D'accord. Et puis nous, on est beaucoup plus exposés aussi. D'accord. Avant de se retrouver sur la ligne d'arrivée, je vous propose de revivre en images cette 13e édition. Ça nous permettra de nous déplacer sur la ligne d'arrivée pour se dire au revoir. À moins que... Alors attendez, parce que c'est le live, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse encore se déplacer. Je vous propose de regarder les plus belles images des plus beaux moments de cette course hors norme. Allez, on est en direct, c'est tout à fait normal. On va finir avec Henri Cam et toute l'équipe de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Henri, votre dernière impression, là, elle était comment cette édition 2017? Eh bien, d'abord, elle était, ce qui est déjà une grande nouvelle parce que c'est jamais gagné quand on démarre. Elle se finit avec des sportifs contents, des spectateurs contents.
et donc des organisateurs très heureux pour cette 13e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons une meilleure augure peut-être au début et une aussi bonne à la fin. Alors on va faire une petite photo de famille parce que voilà ici toute l'équipe de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il y a à côté. Elle est beaucoup plus grande que oui, ça. alors il y a quand même. Alors, je précise quand même qu'il y a votre fille Annabelle, elle veut pas qu'on la voie. Il y a votre fils Ben qui est aussi dans l'organisation. C'est une magnifique organisation. Est-ce que demain, l'année prochaine, on ira en Suisse? Juste un petit mot. Non, l'année prochaine, ce sera le même circuit que cette année parce que nous concevons. Ça se fera un jour. Ça se refera un jour. On l'a déjà fait pendant 6 ans. D'accord. Allez, bravo, félicitations. Je crois qu'il y a le podium ce soir. Il y a une grande fête qui va se dérouler. Félicitations à toute l'équipe de la Grande Odyssée. On va se retrouver l'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été parmi nous. Je remercie également. Non, mais la présentatrice, on la met je sous voulais la nez. remercier les équipes de France 3 Alpes et de France 3 Rhône-Alpes. On se retrouve bientôt. Je vous dis bonne journée, très belle journée à vous. Merci beaucoup. Jean 12, Jean Couvazin, mais test nordique. Il s'agit du jeune Français.